vigneron à Bellegarde et président de la cave coopérative Vigneron Créateur. Voilà, donc ce que disait David, c'est que effectivement tous les vignerons chez nous comme ailleurs n'ont pas la même manière de travailler. Donc pour ma part, je suis agriculteur biologique après mon père, donc depuis 97. Voilà, je t'en prie. Bonjour, moi c'est Olivier Verlaguet, je suis coopérateur au Vigneron Créateur et j'ai repris l'exploitation familiale en 2017 et essentiellement de la vigne, voilà, sur Saint-Gilles. Donc là, ce qui nous tenait à cœur aujourd'hui, c'était de présenter, avant qu'il y ait un débat, c'était de présenter une des initiatives de la cave coopérative Vigneron Créateur. Donc certains d'entre vous ont pu hier soir déguster un de nos produits. En l'occurrence, il s'agit de la cuvée abbatiale, en référence bien entendu à l'abbatiale de Saint-Gilles, bien entendu. Mais cette cuvée est emblématique d'une initiative de la coopérative, ou du moins on s'inscrit dans une initiative, c'est celle de la réutilisation du verre. Le verre qui est un élément important d'une bouteille de vin, ça je vous apprends rien. La majorité des bouteilles de vin sont détruites après avoir été produites. Détruites, pour une bonne partie recyclées, et donc on reproduit du verre avec du verre. Mais tout ça, c'est un système qui est très consommateur en énergie, donc en énergie fossile. Et donc le Vigneron Créateur, qui était engagé depuis maintenant 4 ans dans une démarche de développement durable, a à cœur, pour vocation, de diminuer dans la mesure du possible l'empreinte de l'activité. On travaille sur la coopérative pour diminuer notre empreinte de cave coopérative, mais on demande aussi à nos vignerons de diminuer leur empreinte de vignerons. Donc on aura peut-être l'occasion de parler de tout ça après. Mais l'important pour moi aujourd'hui, c'était de parler de cette cuvée. Alors, c'est pas pour faire de la publicité, parce que il y a beaucoup de bons vins dans la région, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de parler du concept de la consigne. C'est un concept que tout le monde a connu il y a une trentaine d'années, mais qui aujourd'hui est tombé complètement en désuétude. Et on a souhaité filer un coup de main à une démarche qui est très vertueuse. C'est la démarche de réutilisation du verre, qui commence à se structurer aujourd'hui en France, et notamment en Languedoc-Roussillon, avec une structure coopérative qui s'appelle OC Consigne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc elle est axée sur les bouteilles de vin, bien entendu, sur les bouteilles de bière, bouteilles de jus de fruits. Elle se repère facilement par le logo qui est en haut. Donc vous aurez l'occasion de manipuler la bouteille après. Et donc ce logo permet en fait au consommateur, donc le consommateur final qui aura acheté le produit chez nous ou dans un autre lieu de distribution, de venir ramener la bouteille dans un lieu qui aura été équipé à cet effet. Donc par exemple, nos 4 points de vente chez Vigneron Créateur sont lieux de récupération de bouteilles consignées. On ne récupérera bien entendu que les bouteilles qui auront ce logo. Pourquoi ? Ça devient un petit peu technique derrière. C'est que l'entreprise OC Consigne, dans laquelle je n'ai aucune action, hein, mais encore une fois, c'est une coopérative et ils ont une initiative très vertueuse, donc on est là pour les soutenir. Donc nous allons récupérer les bouteilles qui ont ce logo, des bouteilles de nos vins, mais même des bouteilles qui n'auront pas été produites par Vigneron Créateur. On est lieu de centralisation de ces bouteilles. Et lorsque notre unité de transport est pleine, donc ça représente à peu près 200 bouteilles, on passe un petit coup de fil à OC Consigne, ils sont à Latte, près de Montpellier, et eux ils ont une ramasse organisée, et ils passent chercher le Palox, en l'occurrence il s'agit de Palox, dans lequel il y aura à peu près 200 bouteilles de chez nous, qui sont issues de chez nous, et qui sont issues d'un autre producteur. Ça peut même être des bouteilles de bière ou de jus de fruits, pour peu qu'elles portent le logo OC Consigne. Voilà, donc ça nous a semblé super intéressant. Nous aujourd'hui dans nos magasins on vend quasi exclusivement à des habitués, des gens, des locaux. Donc on s'est dit, ça ne peut pas ne pas marcher, ce système-là. Ça ne peut pas ne pas marcher. Bien sûr, on essaie de déborder le cadre de nos magasins, puisqu'on a des distributeurs dans la France entière. On a notamment de gros distributeurs sur l'île, avec lesquels on essaie en ce moment, et on va y arriver, de mettre en place une filière de réutilisation, sachant que dans toutes les régions, en fait, il y a ces initiatives ont été développées, et il y a une entité supranationale qui s'appelle France Consigne, et qui essaie de mettre tout ce petit monde en musique. Voilà, donc c'est un vrai problème de logistique en fait, hein, là derrière. Mais derrière, je pense que ça vaut le coup pour diminuer notre empreinte tout simplement sur la planète. Et un fait intéressant, on a un distributeur sur Alès, c'est pas très loin d'ici, qui distribue déjà cette bouteille. Il nous a fait une première commande de 244 bouteilles, il y a de ça un mois.
il vient la semaine prochaine chercher une nouvelle commande. Il a récupéré 170 bouteilles. Sur les 244, 170 bouteilles de notre cuvée. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'un distributeur, qui a priori n'a pas d'intérêt particulier dans l'affaire, ben ça serait intéressant d'aller voir ce qu'il a mis comme message en place pour 170 bouteilles sur 244. Je pense que c'est assez performant, quoi. Si on arrivait dans la durée à avoir sur toutes les bouteilles de vin le même niveau de récupération, on va régler quelques problèmes comme ça. Et alors ça réduit l'impact carbone en fait. C'est ça complètement, parce que cette bouteille, elle va être juste lavée. Elle va être lavée. Alors, juste, il y a des contraintes techniques, bien entendu. Il faut que ce soit une bouteille qui soit suffisamment costaud pour pouvoir être manipulée, notamment dans les laveuses. Il faut utiliser, c'est une contrainte qui s'impose à nous, producteurs, des étiquettes qui soient hydrosolubles. Ah oui, avec des cols qui s'en vont à l'eau, quoi. Des cols, c'est de la colle d'amidon, toute bête. Donc, quand la bouteille va être trempée, l'étiquette va se dissoudre, purement et simplement. Ça se dissout aussi, bien sûr. Oui. Il ne faut pas utiliser de capsule. Parce que la capsule, c'est une action supplémentaire pour l'enlever. D'autant plus que les capsules, en général, sont faites à partir de plastique. Donc, on n'utilise pas de capsule sur cette bouteille. Le bouchon est biosourcé aussi. Mais voilà, il y a quelques contraintes techniques. Un petit surcoût pour la coopérative, mais peu importe. Et cette bouteille, ensuite, elle va être réutilisée, peut-être 10 fois, peut-être 15 fois, peut-être 20 fois. Elle va être lavée et remise dans le circuit, revendue à peut-être notre coopérative, ultérieurement. Et ce qu'on a fait chez nous, Vignerons Créateurs, pour pousser les gens à ramener les bouteilles, c'est qu'on leur offre en plus 30 ou 40 centimes sur l'achat futur. Si nous ramènent comme il y avait avant la consigne, c'est-à-dire tu récupérais des sous si tu ramenais des bouteilles vides, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Voilà, donc ça existait à une époque. Ça se passait comme ça, quoi. Voilà, je pense que c'est intéressant, ça illustre quand même largement l'engagement de notre coopérative pour essayer de mettre en place des initiatives ou de suivre des initiatives, parce que nous on est suiveurs là-dessus. Oui. C'est pas nous qui avons mis ça en place. Mais après c'est une démarche vertueuse, on en a besoin, et toutes les démarches, surtout une coopérative, vous représentez une centaine de vignerons, peut-être là on vous a pas trop entendu, je vais vous passer le micro. Et donc, vous allez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé là. Ah bah regardez, le micro arrive, il est là, bim. Alors, vous nous avez rejoint avec Bruno. Ouais. Et alors, vous êtes juste présenté en nous expliquant que vous étiez viticulteur et que c'était une affaire familiale. Et alors, vous faites quoi de beau? Mais je suis viticulteur, mais pas en bio, en conventionnel. Et on m'entend ou pas? Ouais, là c'est bon. Donc je suis viticulteur en conventionnel, pas en bio. Oui. Dans ma pratique de tous les jours, j'essaie de prendre des mesures pour améliorer mon empreinte carbone. Et, je pratique l'enherbement permanent, je pratique l'éco-pâturage l'hiver. Je mets pas mal de... Mais alors, en fait, vous mettez en place des procédés qu'on met typiquement dans l'imaginaire, dans le bio. Oui, tout à fait, voilà, mais qu'on peut faire en conventionnel, mais sans forcément franchir le pas du bio. Voilà, pour diverses raisons. Mais en fait, ça faisait partie aussi de la discussion entre vous deux, parce que Bruno, lui, il est vraiment bio. Et donc, nous, ça nous intéressait, en fait, de montrer que dans une coopérative, il pouvait y avoir des gens qui font du conventionnel, des gens qui font du bio. Et que malgré tout, ça voulait dire pas forcément ce qu'on imagine. Et donc, c'est intéressant que vous arriviez tous les deux à bien définir les différences qu'il y a entre vous, mais en même temps, vous travaillez ensemble, quoi. Oui, parce que on n'est pas opposés, quoi. C'est deux produits différents mais on fait, ça reste du vin, quoi. Ouais, ça reste du vin. Avec des pratiques différentes. Mais là, quand vous parlez d'éco-pâturage et tout ça, en fait, on s'imagine vraiment que c'est une pratique. En plus, vous voyez, on est dans la biodiversité canine, là. Alors, parce que justement, moi, je m'imaginais que ces pratiques-là, d'éco-pâturage ou des choses comme ça, c'était des trucs qu'on faisait dans le bio, quoi. Non. Alors, on les fait dans le bio, bien entendu. Enfin, pas tous, d'ailleurs. Mais on ne les fait pas que dans le bio. D'abord, là aussi, on n'a rien inventé. L'éco-pâturage, ça existe depuis belle lurette. Et il y a beaucoup de producteurs qui ne sont pas bio, qui font de l'éco-pâturage depuis belle lurette aussi, de toute façon. Donc c'est vrai que chez Vignerons Créateurs, on a mis en place un programme de sensibilisation des vignerons et de stimulation, si j'ose dire, à l'utilisation de l'éco-pâturage. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans. Et on est bio depuis 25 ans, mais on n'avait jamais fait d'éco-pâturage. Et grâce à l'action de la coopérative, j'ai découvert l'éco-pâturage. Alors qu'Olivier, qui n'est pas agriculteur bio, il fait de l'éco-pâturage depuis certainement plus longtemps que moi. Alors, je veux bien que tu racontes ça, en fait. L'éco-pâturage, mon père le pratiquait déjà. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça sur les terres de Saint-Gilles.
Et c'est notamment parti sur l'installation d'un berger sur Saint-Gilles. Ah oui, Emmanuel Lafaille, ouais, tout à fait. Et c'est parti de là qu'il nous a proposé de mettre ses moutons dans les vignes. On a dit pourquoi pas. Et c'est les meilleures tondeuses du monde. Si on les met en hiver, on repart, les vignes elles sont propres, avec un petit amendement en plus. Et tout le monde est content. Quoi. Alors, moi j'ai quand même une question parce que entre agriculture et agriculture bio et agriculture conventionnelle, c'est juste une question de label ou c'est quoi? Parce que j'ai l'impression en fait que il y a quand même une proximité. Et c'est où que ça coince, c'est où que ça chatouille? Alors la grosse différence aujourd'hui, c'est la possibilité pour l'agriculture conventionnelle, dite conventionnelle, d'utiliser des produits phytosanitaires, alors ce qu'on appelle parfois des pesticides. Des produits phytosanitaires issus de la chimie, tout simplement. Alors qu'en agriculture biologique, viticulture ou autre culture, hein, on s'interdit d'utiliser des produits de synthèse, donc on va utiliser des produits phytosanitaires naturels, issus naturellement donc en général des produits minéraux, hein, du soufre, du cuivre ou d'autres produits qui ont pu être synthétisés par des bactéries, des moisissures, d'autres insectes. Enfin, on s'interdit d'utiliser toute chose issue du pétrole, pour faire court. Tout produit phytosanitaire issu du pétrole, tout fertilisant issu du pétrole, issu de la synthèse chimique. Donc on va utiliser des fertilisants naturels. En agriculture biologique, on fertilise. En agriculture biologique, on traite. Voilà. Ça c'est un point important. Il ne faut pas que les gens qui... Donc, en fait, là, par exemple, vous, dans votre pratique conventionnelle, je n'ai pas l'impression, dans ce que j'écoute, que vous êtes là à arroser vos vignes tous les 5 minutes avec des trucs, quoi. Ah bah allez-y, ouais. Ah non, pas du tout, non. Je suis en conventionnel, mais je suis en raisonné. C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas de... Ouais, de faire attention à ce que vous faites, en fait. Parce que je suis sensibilisé. Donc, mais après, le fait de ne pas être en agriculture biologique, c'est-à-dire que si les choses se corsent ou que je sens que je perds les pédales, comme ça peut arriver des fois quand le climat ne nous aide pas ou autre, j'ai des produits qui sont un peu plus costauds, voilà, qui vont me permettre de me rattraper. Et après, je peux reprendre des produits classiques, mais qu'utilisent les agriculteurs biologiques. Quoi. Ouais, donc en fait, c'est comment dire, la frontière, elle est fine, quoi. C'est ça que j'essaye de comprendre, en fait. Ben oui, après je me ferme pas de fenêtre en fait dans la pratique. Dans la pratique, voilà. Ça m'empêche pas d'essayer de faire au mieux possible. Mais ça me permet de jouer un peu, de profiter un peu des deux tableaux, parce qu'il n'y a pas que des avantages dans le bio, il n'y a pas que des avantages dans le conventionnel. Et moi je trouve qu'un mix des deux... ouais, c'est raisonné, quoi. C'est ce que j'appelle être raisonné, voilà. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, mais je pense que voilà, et en termes de la qualité du vin, c'est carrément deux démarches différentes, ou la vinification, comment ça fonctionne, comment vous pouvez nous parler de ça? Sur la qualité proprement dite du vin, c'est-à-dire le plaisir que pourrait recevoir le consommateur, il n'y a aucune qualité, aucune différence de qualité, absolument aucune. L'intérêt de consommer des produits bio, c'est qu'on va effectivement avoir, je parle au sens large, pas forcément pour le vin, c'est qu'effectivement on risque d'ingérer moins de résidus, voire pas du tout de résidus, donc ça c'est quand même très très bien. Et puis après c'est surtout un acte militant, effectivement, on soutient une agriculture qui n'utilise aucun produit issu de la synthèse chimique. Donc je pense qu'il y a à la fois l'acte militant et puis le fait de se faire du bien, ou en tout cas de ne pas se faire du mal quand on consomme du bio. Je suis le premier à en produire et à en consommer, donc je suis persuadé de ce que je dis. Donc ça c'est le point important. Après, d'un point de vue qualité organoleptique, c'est-à-dire en termes de plaisir produit, il n'y a aucune différence. Dans le process d'élaboration du vin bio, il y a un certain nombre de restrictions qui s'appliquent. Effectivement, on a moins de produits, on peut utiliser moins de produits rectificatifs de la qualité du vin en agriculture biologique. On peut quand même en utiliser, notamment des conservateurs, mais c'est ça. On peut en utiliser moins. Aujourd'hui, l'œnologie moderne, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une bonne vingtaine d'années déjà minimum, fait que de toute façon, même en agriculture conventionnelle, donc en vin conventionnel, les limites autorisées, notamment pour les conservateurs, sont stratosphériques. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille correctement, il n'a pas besoin d'aller jusqu'aux limites. Voire, de toute façon, on a une tendance naturelle aujourd'hui à la diminution naturelle des sulfites. Parce qu'on améliore nos process de vinification. Les gens sont de plus en plus pointus, de plus en plus propres, de plus en plus précis. Donc on a des vins conventionnels aujourd'hui qui ont des résidus de plus en plus faibles, de toute façon. Et alors, donc, en fait, c'est assez proche. Les deux démarches sont assez proches de ce que je comprends.
C'est juste l'utilisation de quelques produits qui font la différence. Complètement. D'autant plus qu'aujourd'hui, les agriculteurs conventionnels, en tout cas chez Vignerons Créateurs, dans le périmètre qu'on connaît, sont largement sensibilisés par leur coopérative, par leur fédération et par la réglementation. Donc ils sont sensibilisés et contraints ils sont contraints de s'orienter vers ce qu'on appelle l'agroécologie ou la transition écologique. Ils ont plus le choix. C'est-à-dire qu'il y a quand même une voie tracée vers une autre façon de cultiver le raisin et faire du vin, quoi. On peut parler c'est pour l'agriculture, c'est valable pour l'agriculture dans son ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs publics orientent l'agriculture vers ce qu'on appelle la transition écologique ou l'agroécologie. Donc c'est une contrainte pour les agriculteurs en conventionnel. C'est une contrainte très claire. Ils ont le droit d'utiliser moins de produits. Ils font moins ce qu'ils veulent, ils sont davantage surveillés. Ça, c'est évident. C'est une bonne chose, en fait, c'est mon avis. Mais il y a de forts soutiens publics pour aider les producteurs à s'adapter, à changer leurs pratiques, à s'équiper en matériel de travail du sol au lieu de simplement utiliser du désherbant, parce qu'ils sont de moins en moins facilement utilisables aujourd'hui. Donc c'est plus de travail quand même. De toute façon, aujourd'hui, le vigneron en conventionnel, il a beaucoup plus de travail, Olivier a beaucoup plus de travail que son père. Quand on ramène à l'unité de surface, par exemple l'hectare de vigne, la demande en termes de travail, elle est beaucoup plus importante. Oui, parce qu'en fait, il y a ce travail du sol, on entend souvent parler de ça. En agriculture biologique, il y a ça. Mais en agriculture conventionnelle aussi. Oui, voilà. Et par exemple, c'est intéressant que vous l'explicitez, ça, parce qu'on a l'impression, dans l'imaginaire collectif, que l'agriculture conventionnelle, les mecs arrivent, ils arrosent, ils rentrent, ils font autre chose, quoi. Non, c'est plus malheureux. Enfin, c'est plus comme ça. Heureusement, c'est plus comme ça. Non, mais à titre personnel, j'ai un outil comme utilisent les viticulteurs bio pour nettoyer le dessous de mes vignes mécaniquement, sans utiliser d'herbicide. Alors ça ne m'empêche pas que si j'ai une parcelle qui est très enherbée d'utiliser un herbicide, mais j'ai le même process qu'un agriculteur en bio, quoi. J'ai le même outil, quoi. Et Olivier parle de la partie qui est sous le rang de vigne, mais la partie de l'interrang, là où le roule le tracteur, pour essayer de schématiser, aujourd'hui, cette partie-là, elle est plus désherbée et plus travaillée. Oui, c'est juste les pieds qui sont travaillés. Donc ça permet de diminuer de manière très importante la quantité éventuellement de désherbant qui serait utilisé ou le travail qu'on réalise. Je crois qu'il y a des questions. Alors attends, on va te donner le micro. T'en bouge pas. Donc, moi, je ne comprends pas en fait pourquoi tu ne passes pas en agriculture biologique, et pourquoi tu veux absolument maintenir l'utilisation de pesticides. C'est une question. Hein. Pourquoi cette volonté de la maintenir, sachant qu'à côté de toi, tu as un collègue vigneron qui a décidé et donc c'est possible de faire autrement. Alors c'est ça, pourquoi je comprends pas bien en fait. Pourquoi tu veux maintenir parce que tu es si proche de lui, vous c'est ton ami. Pourquoi tu évites de franchir ce cap et pourquoi tu veux maintenir le pesticide? Parce qu'en fait on sait que le pesticide. Hier on avait une conférence de Gilles Boeuf. Tout à fait passionnante, qui nous a bien indiqué, c'est un scientifique, que le pesticide, ce n'est pas bon, ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour la terre, ni pour la biodiversité. Pourquoi maintenir ça, sachant qu'il y a d'autres solutions alternatives et qu'elles existent, elles sont à côté de toi? La première chose, c'est le côté financier qui me retient d'y passer, parce que passer en bio, c'est un coût. Il y a 3 ans de conversion, pendant lequel il faut que vous ayez les reins solides pour passer les 3 années. Si vous ne les passez pas, c'est tant pis pour vous. Hein. Et si j'étais en bio, il me faudrait un employé supplémentaire, un tractoriste supplémentaire, donc un tracteur supplémentaire, un tractoriste supplémentaire qui tourne tout le long de la saison à côté, uniquement pour bien entretenir le pied de la vigne. Et ça, financièrement parlant, je ne peux pas me permettre sur 3 ans de prendre le risque de le faire, rien qu'actuellement la conjoncture n'est pas très bonne dans le vin, et j'aurais pas pu continuer dans cette dynamique-là personnellement. Après, ça dépend de chaque structure, de là où on vient, Passez-vous le micro. Même avec les aides à la conversion, vous avez des aides pendant plusieurs années, pendant 3 ans, je crois, 2 maintenant. Et aussi, moi je rejoignais un petit peu la question précédente, c'est vrai que dans vos discours, on
on sent qu'il n'y a quasiment pas de différence. Or, effectivement, un vin bio ou un vin cultivé en agriculture conventionnelle n'aura pas les mêmes effets, notamment sur notre santé, mais aussi sur la santé de la terre. Et vous êtes jeune vigneron, est-ce que vous n'avez pas envie quand même d'essayer d'aller vers une transition qui soit plus vertueuse pour notre santé et pour la santé de la planète? Si, parce que j'ai déjà fait pas mal de progrès sur l'exploitation par rapport à ce que faisait mon père pour progresser dans ce sens-là. Après, pour en revenir, si on parle du bio sur les traitements, le seul traitement qui est autorisé en bio, c'est le cuivre. Il faut savoir que le cuivre reste dans le sol, il n'est pas lessivé. Et le cuivre nuit à la fertilité du sol. Donc on a déjà des sols qui sont saturés en cuivre par nos ancêtres qui utilisaient que le cuivre en agriculture. Moi, quand je fais des analyses de sol, j'ai un taux de cuivre qui est énorme dans mon sol, alors que j'utilise des cuivres uniquement en début de saison et en fin de saison. Au milieu, j'utilise des produits de synthèse. Je me demande, par exemple, ça c'est une question personnelle que je me pose, qu'est-ce que deviendra une terre bio qui est essentiellement traitée du cuivre dans 100 ans, dans 200 ans? Qu'est-ce que ça donnera si on ne trouve pas notre produit en biologique pour... le sol n'aura plus de fertilité, quoi. Parce que pour l'instant, on n'est pas capable de se débarrasser du cuivre dans le sol, quoi. Ouais, c'est un métal lourd, quoi. Oui, il reste coincé dans le sol, donc c'est un produit utilisé en bio. Mais pour l'instant, quand il va dans le sol, on ne sait pas. Alors on a fait des essais avec des enherbements pour essayer de le récupérer, mais il ne se lessive pas, il reste coincé dans le sol. Donc moi j'ai des enfants, dans 20 ou 30 ans, j'y laisse ma terre. Mais est-ce que lui pourra planter dessus des vignes? Est-ce que des vignes pourront redémarrer correctement dessus? Ou est-ce que le sol sera saturé en cuivre? Il faudra qu'il aille planter une terre ailleurs, quoi, une vigne ailleurs. D'où cette question du travail du sol, quoi. C'est-à-dire que il y a cette question du sol vivant. Je ne sais pas ce qu'en dit maintenant Bruno. J'ai justement une question là-dessus aussi sur le travail du sol en agriculture biologique. Beaucoup d'agriculteurs travaillent énormément leur sol. Or, les plus grands agronomes de France vous disent que de travailler le sol, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Oui, s'il vous plaît. Faut se défendre. Je réponds qu'il faut faire des choix malheureusement, et on est tous tout le monde, les agriculteurs comme tout le monde, et on est malheureusement contraints par de la réglementation, par ce qu'on appelle des labels aujourd'hui. Le label bio, c'est très bien, je considère que c'est le label le plus intéressant, le plus vertueux de toute façon, mais il est loin d'être parfait. Il est loin d'être parfait parce qu'effectivement, on va utiliser, un petit peu surutiliser cette solution technique, le cuivre, mais il y en a d'autres, on pourrait citer d'autres exemples dans l'agriculture biologique qui sont un peu paradoxales. Je pense par exemple à la lutte contre la flavescence dorée. On est concerné ici à Saint-Gilles, on est concerné par exemple. C'est un virus qui s'attaque à la vigne et qui fait que la vigne ne produit plus. Et ce virus, il est transmis par un insecte. La seule solution en bio qu'on a, c'est un produit qui s'appelle le Pyrévert. C'est un insecticide naturellement produit par des bactéries, mais qui a deux caractéristiques. C'est le seul qui existe aujourd'hui, qui est disponible. Il est absolument inefficace contre l'insecte en question, mais par contre c'est un lance-flamme sur l'ensemble des autres insectes. Et dans une zone comme Saint-Gilles, on a l'obligation de l'utiliser. On a l'obligation de faire au moins une application lorsqu'on est en agriculture biologique et qu'on est dans la zone concernée par la flavescence dorée. Alors qu'on sait que ça ne marche pas, on sait que c'est négatif sur les autres insectes, mais on a l'obligation d'utiliser, on n'a pas d'autre choix. Donc c'est pas très grave, la planète ne va pas s'arrêter de tourner à cause de ça, mais on arrive dans une situation complètement paradoxale où les agriculteurs bio demandent un assouplissement de la réglementation en disant laissez-nous utiliser lorsque la situation est très grave. Alors ici sur la zone, c'est pas très grave en termes de flavescence dorée, mais si on va dans la zone des Margues, malheureusement, c'est pas très loin d'ici, ils ont arraché des dizaines d'hectares de vignes à cause de la flavescence dorée. Bon.
Les agriculteurs bio demandent à ce qu'on puisse utiliser, à ce qu'on fasse une modification du cahier des charges pour pouvoir utiliser un insecticide chimique, mais qui puisse sauver les vignes. Parce qu'à un moment, ça a aussi un impact. Bon, mais là, on fait face à un mur en termes de réglementation. On nous dit non, il y a hors de question, le bio, c'est le bio, on ne changera rien à la règle. Bon, débrouillez-vous, quoi. Donc la solution d'adaptation, c'est que les gens arrêtent de faire du bio, changent de mode de procédé, de procédé de production pour sauver leur exploitation. Donc je suis un fervent défenseur du bio, mais dans tous les labels, quels qu'ils soient, on trouvera à un moment ou à un autre une limite, quelque chose de paradoxal, de kafkaïen, avec lequel on va se taper la tête contre les murs. Dans tout label. Voilà. Et ça n'empêche pas le label bio d'être le label le plus vertueux, à mon avis. Mais on aura d'autres exemples comme ça. Le cuivre, effectivement, c'est un métal lourd, toxique potentiellement. On utilise aujourd'hui en bio des quantités qui sont très très faibles. D'ailleurs, tellement faibles qu'au moment on est coincé, on ne peut plus l'utiliser parce que la réglementation nous empêche de l'utiliser. Et qui n'ont plus rien à voir avec les... Ça, c'est pour répondre du coup à Olivier. Qui n'ont plus rien à voir avec les quantités qu'utilisaient nos anciens, qui utilisaient des quantités 30 à 50 fois plus importantes annuellement de cuivre. Aujourd'hui, on est sur des quantités en cuivre métal entre 200 et 500 grammes hectares et par traitement. C'est 10 à 15 fois moins que ce que faisaient les gens il y a 30 ou 40 ans. Je vais poser ma question. Mais attention, pour aller... Oui, j'attends depuis longtemps, là, ça me titille. C'est quoi la nuance? Où se situe le vin naturel entre le conventionnel et le bio? Alors, le vin nature ou naturel, parce que ce sont deux termes qu'on utilise qui ne veulent pas dire exactement la même chose, nature et naturel. Ce sont des vins dans lesquels, en général, ils sont bio. Ce sont des produits qui sont bio, mais à minima, c'est ce qu'on attend d'un vin nature ou naturel, c'est qu'il soit bio. Quoique, il pourrait ne pas être bio, ne pas être certifié bio. Il n'y a pas de label officiel. La seule chose, c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas de conservateurs. Donc, ce qu'on appelle les sulfites, qui sont des conservateurs utilisés dans le vin, mais qui sont aussi des conservateurs utilisés dans... quand vous achetez des petits pots de tomates séchées, c'est gavé de sulfites. Voilà. Ce sont des conservateurs alimentaires qu'on retrouve dans plein de produits différents, les sulfites. Vin nature et naturel. Il y en a un dans lequel on a absolument interdiction de l'utiliser, donc c'est les vins naturels. Et les vins nature, ils ont une limite qui est très très faible. Je crois que c'est 20 mg par litre maximum. Voilà. Donc la différence, elle se fait essentiellement là-dessus, c'est sur le conservateur. Alors que dans des vins bio, on peut utiliser conservateur. Voilà. Et il n'y a pas de label officiel pour les vins nature et naturels. Voilà. La problématique des vins nature et naturels, c'est comme ils n'ont pas de conservateur, on va dire que chaque bouteille est différente. Elle a fait sa petite vie de son côté. Voilà. Il faut savoir quand on achète ce genre de vin qu'elles ne sont pas toutes buvables, quoi. Parce que le vin, c'est un produit vivant. Ça pétille, voilà. Moi, ma question, je suis là. Ma question, elle va un petit peu dans le même sens parce que c'est vrai que j'ai pris en cours, mais bon, j'ai compris quand même qu'il y avait deux positions, deux façons de cultiver ou voilà. Et donc on a parlé, c'est bien, du vin nature parce que c'est quand même encore autre chose. Et puis il y a d'autres labels quand même. Vous dites le bio, c'est le meilleur label ou chose comme ça. Moi, j'ai entendu et ça fait déjà des années que finalement le label bio était peut-être un peu lui-même trop conventionnel entre guillemets. Dans le monde je parle de l'agriculture, etc. Et il y a un label qui s'appelle Déméter aussi, qui est un label assez différent et peut-être beaucoup plus engagé, j'allais dire entre guillemets, mais et aussi très pratico-pratique parce qu'il est lui-même, mais vous allez mieux savoir que moi, je pense, il est lui-même éprouvé par les consommateurs, c'est une autre manière de l'apprécier, etc. Et puis c'est un label de la biodynamie, qui est une autre manière aussi de cultiver, etc. Enfin, est-ce que ce sont des labels auxquels vous vous êtes intéressé? Est-ce que vous en avez connaissance ou pas d'ailleurs? Et ce que vous en pensez, parce que vous serez bien plus au point là-dessus que moi en tout cas. Alors, c'est un avis personnel. Moi, je ne crois absolument pas à la biodynamie. C'est basé sur des principes qui sont ésotériques. Donc, alors c'est peut-être lié au fait que j'ai une formation technique à la base. Je ne crois pas à ce genre de choses. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans la manière d'aborder chez le vigneron, la manière d'aborder ou l'agriculture biologique, ou la biodynamie, ou les vins nature et naturels, c'est que de toute façon, dans sa manière de travailler au quotidien, le vigneron va tenir compte des points forts, des points faibles de sa parcelle, de son cépage, c'est-à-dire la variété de vigne. Il va avoir un objectif de production
qui sera complètement différente de ce qu'on attend normalement d'un producteur conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais, personnellement, ça fait 25 ans qu'on fait de l'agriculture biologique, je sais que je vais perdre du raisin tous les ans. Parce qu'on a eu des forts épisodes de pluie, je sais que je vais perdre du raisin. Je peux faire tous les traitements de la terre, j'y arriverai pas. S'il pleut pendant 3 semaines d'affilée, je vais perdre du raisin, c'est pas possible autrement. Donc en fait, plutôt que de m'acharner à essayer de lutter contre la maladie, je vais plutôt réfléchir en amont à faire tout ce que je peux pour éviter que la maladie s'installe. Donc ce sont des éléments de microclimat, c'est-à-dire au sein de la souche elle-même, des éléments de mésoclimat, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une haie, est-ce qu'il faut un peu nettoyer la haie pour que l'air circule. Ce sont des éléments c'est tout ce qu'on appelle la prophylaxie. Je vais faire tout ce que je peux pour éviter que les maladies s'installent parce que je sais que je ne pourrai pas lutter contre. Bon. Et donc en fait, un producteur bio ou biodynamique, il va avoir cette logique qui consiste à dire j'ai un objectif de produit, j'ai un objectif de rendement, parce qu'il faut bien manger à un moment, hein, il faut bien produire, mais je vais faire tout ce que je peux pour éviter d'utiliser un produit et favoriser le bon fonctionnement de la vigne. Ce qui n'est pas le processus habituel d'un agriculteur qui dit j'ai un objectif de rendement, j'ai un objectif de rémunération, et je fais tout ce que je peux pour atteindre cet objectif. Et parfois, je suis obligé de mettre des produits, de l'engrais. En agriculture biologique, biodynamique, on est forcément obligé de prendre les choses par l'autre côté, c'est-à-dire de se dire la nature est plus forte que moi, de toute façon, donc je vais essayer de m'adapter et je vais essayer de produire sans avoir trop de casse. Voilà. Et donc là, je pense que les gens qui sont en biodynamie, ils sont encore plus obligés de pousser cette logique à fond. Ils sont peut-être encore plus perméables à cette manière de voir les choses. C'est-à-dire, je vais d'abord réfléchir à la manière avec laquelle je ne vais pas lutter contre la nature et contre les maladies naturelles de la vigne, parce qu'elles sont là, mais plutôt comment je vais m'adapter. Voilà. Et c'est à travers ça qu'ils arrivent à fonctionner. Mais moi, à aucun moment, je crois que le fait de mettre 3 grammes ou 20 grammes de poudre de corne quelque part, ça peut avoir un effet. J'y crois pas du tout, mais pas un instant. Après, c'est vrai que ma question, elle était un peu, et aussi beaucoup, sur l'idée de la connaissance ou pas des différents labels. J'en rajoutais encore, il y a Nature et Progrès aussi, hein, tout à fait, ouais. Qui existe depuis très longtemps. Et voilà, pour dire, est-ce que vous, en tant qu'agriculteur, vous connaissiez ces labels? Ouais, voilà. Et bon, ce genre de choses. Encore une fois, c'est facile à dire, hein, quand on n'est pas agriculteur. Hein. Ouais, non, je connaissais le label, quoi, la biodynamie, je connais de nom et je connais un petit peu les pratiques qu'ils doivent faire, mais après c'est en biodynamie, comme disait Bruno, il faut être selon les années, vous êtes sûr que vous allez perdre une partie de votre rendement. Il faut s'y asseoir dessus, on le sait, il ne sera pas. Ça peut être des rendements de vigne qui sont après très faibles, parce qu'on a perdu sa récolte, mais après il faut être capable de valoriser ce rendement qui est très faible. Et valoriser des vins en biodynamie, vous ne trouverez jamais des vins en biodynamie avec des bouteilles autour de 6 €, c'est impossible. C'est pas possible, vous allez dépasser largement les 10 €. Tout le monde n'est pas capable de mettre 10 € ou plus de 10 € sur une bouteille de vin. Donc après, on commence à rentrer pour moi dans un cadre élitiste en termes de segmentation de produits. Voilà, c'est pas un produit pour tout le monde après. Donc il n'y a pas un marché pour tout le monde en vin en biodynamie. Il y a des marchés, mais si tout le monde faisait la biodynamie, ça marcherait pas malheureusement, quoi. Même si écologiquement parlant, on pousse le bouchon encore plus loin, quoi. En fait, je vais pas monopoliser du coup, allez-y, prenez le micro. Hein. Mais c'est le sujet de fond, enfin, pardon, hein, mais après, d'autres auront des idées pour dire, mais c'est le sujet de fond. En fait, moi, est-ce que c'est la solution, pardon David. Pardon. Est-ce que la solution, c'est le prix bas, justement, que tout le monde puisse acheter, consommer, surconsommer, enfin bref, allez, je m'arrête là. Alors, moi, je voulais juste dire à Bruno qu'on s'approchait de la fatidique heure. Dans l'heure parce que Bruno doit s'en aller, donc ça serait bien qu'on lance le pot, comme ça après on peut discuter autour d'un verre de vin, parce que c'était un peu le sujet. Est-ce que c'est maintenant ou c'est pas maintenant? On continue? Donc moi je pense qu'on va pouvoir continuer la conversation autour d'un verre de vin qui est offert par les vignerons créateurs. Donc on vous retrouve à la table où il y a tous les verres de vin là-bas, et merci d'être venu. Ah, tu veux rajouter un truc? Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pu échanger, quoi. C'est toujours plaisant de pouvoir partager les visions des consommateurs et des agriculteurs, quoi. J'ai rien à rajouter, merci pour votre attention. On vous propose de déguster notre cuvée abbatiale de Saint-Gilles, éco-conçue, mais elle n'est pas bio. Attention.
13h, 13h30. Non, 13h30, j'ai un rendez-vous à 2h à Bellegarde, donc il faut. Non, mais tu vois, je me suis dit, je vais pas